Ils étaient deux des voix les plus inoubliables des années 1960. Brutes, rebelles, électrisantes, des icônes sur scène. Maudites dans la vie, Janis Joplin et Jim Morrison ont brillé de mille feux avant de s'éteindre rapidement, laissant derrière eux autant de légendes que de cicatrices. Tout le monde connaissait Janis, intrépide, sauvage et assumée. Mais ce que la plupart ignorent, c'est qu'il y avait une rock star qu'elle ne supportait pas, Jim Morrison. Et ses raisons n'étaient pas seulement personnelles, elles étaient effrayantes. Leur première rencontre n'était pas seulement un choc d'ego, mais une confrontation explosive qui a franchi la ligne vers quelque chose de bien plus sombre. Pendant des années, cela a été considéré comme de la folie rock'n'roll, à moitié perdu dans des mythes alimentés par la drogue. Mais aujourd'hui, de nouvelles révélations ont fait surface. Des révélations troublantes qui changent tout ce que nous pensions savoir sur cette nuit-là, et sur eux. Accrochez-vous, car ce qui suit n'est pas seulement choquant, c'est inoubliable. Des débuts cruels. Janis Lyn Joplin est originaire de Port Arthur, au Texas, une ville imprégnée de traditions où la conformité régnait en maître et où les non-conformistes en payaient le prix. Janis n'était pas seulement différente, elle était rebelle, même enfant. Elle assumait sa singularité, attirée par l'âme brute du blues et l'émotion brute de la poésie et de l'art. Alors que ses camarades chantaient des tubes pop et des airs country, Janis était captivée par les voix envoûtantes de Bessie Smith, Ma Rainey et Lead Belly, des légendes du blues noir dont les chansons sur la douleur et l'injustice touchaient au plus profond d'elle-même. Mais Port Arthur n'a pas seulement échoué à comprendre Janis, il a tenté de la détruire. Elle était sans cesse ridiculisée pour son apparence physique, son acné, son poids fluctuant, ses vêtements non conformistes. Pour ses camarades de classe, elle était une cible facile, pour elle-même. Elle était déjà une survivante. Et il ne s'agissait pas seulement de moquerie, mais d'un harcèlement psychologique ciblé qui s'enfonçait profondément et s'envenimait avec le temps. Pire encore. Janis osait défendre ses convictions. Dans une ville du Sud profondément ségrégationniste, elle soutenait ouvertement l'intégration raciale, ce qui faisait d'elle une cible privilégiée pour les railleries. Son espoir de trouver un peu de réconfort naît avec deux universités, le Lamar State College of Technology et l'Université du Texas à Austin. Peut-être qu'ici, elle serait enfin reconnue pour son talent, plutôt que d'être prise en pitié à cause de ses différences. Mais cette hypothèse s'avère fausse. Austin abritait la même cruauté qui avait autrefois fait le malheur de Janis. Peu à peu, elle s'est forgée une réputation de femme aux pieds nus, vêtue d'une chemise d'homme, jouant de l'auto-harpe dans les cafés, et elle n'a pas pu se débarrasser de l'ombre sombre du jugement. Dans une cruauté sans nom, elle a été élue homme le plus laid du campus par les membres d'une fraternité de l'Université du Texas. Les brûlures causées par les moqueries, l'incompréhension et le rejet ont marqué à jamais l'âme de Janis. Mais, curieusement, elles sont devenues le feu qui a forgé sa musique. Quand elle chantait, elle ne retenait rien. Sa voix tremblait, grinçait, pleurait et criait. Elle n'était que l'expression brute de quelqu'un qui avait profondément ressenti le rejet du monde et l'avait transformé en une volonté intense. Elle ne se contentait pas de chanter le blues, elle le manifestait. Sa musique n'était ni douce ni technique. C'était une vérité pure qui résonnait chez ceux qui comprenaient bien ce que c'était que d'être un paria. D'une certaine manière, toute sa carrière est devenue un moyen de lutter contre tous ceux qui avaient tenté de la détruire. Un moyen de faire entendre sa voix, d'affirmer sa valeur et son identité devant le monde entier. Mais alors que la douleur la poursuivait à l'âge adulte, Janis trouva du réconfort dans quelque chose de complètement différent. Ce réconfort allait toutefois s'avérer être à la fois une source de réconfort et une malédiction. Le Southern Comfort, pour Janis Joplin. Le Southern Comfort n'était pas seulement une boisson, c'était pratiquement une extension de sa présence sur scène. Avec ses lunettes oversize teintées de rose, son style bohème et sa voix rauque qui pouvait briser les cœurs. Janis montait souvent sur scène avec une bouteille de SoCo à la main, comme s'il s'agissait d'un micro. Peu importait qu'elle se trouve devant des milliers de personnes à Woodstock ou qu'elle se produise dans un club enfumé.
Cette bouteille faisait partie de son numéro, et pas seulement pour le spectacle. Elle en buvait à grandes gorgées pendant ses concerts, parfois entre deux couplets, pour calmer ses nerfs et libérer l'émotion brute qu'elle mettait dans chaque note. Elle ne le sirotait pas avec la délicatesse d'un connaisseur. Elle le buvait avec audace, sans complexe, à l'image de sa vie. La boisson elle-même, comme Janis, était un peu méconnue. La plupart des gens, y compris Janis elle-même, pensaient que le Southern Comfort était un whisky. Mais légalement, ce n'est vrai que dans certains cas. Pendant une grande partie de son histoire, le Southern Comfort était en fait une liqueur aromatisée à base d'alcool de grains neutres, plus proche de la vodka que du bourbon. On la voyait souvent avec une bouteille en coulisses, dans les bus de tournée ou simplement sous le bras lors de conférences de presse. Les fans et les journalistes l'ont remarqué. SoCo est devenue partie intégrante de son image, et la marque l'a remarqué. Les fabricants de Southern Comfort ont tiré parti de ce heureux hasard, de cette mine d'or marketing accidentelle qu'était Janis Joplin, sans toucher un centime. Elle est devenue leur porte-parole la plus emblématique et la plus rebelle. La société a cherché un manteau en fourrure de lynx et un chapeau assorti pour lui envoyer en signe de reconnaissance. À la fin des années 1960, un geste aussi flamboyant n'était pas seulement une déclaration de mode. C'était un symbole de statut social. Janis, qui affirmait ne s'être jamais vraiment sentie belle, le portait avec fierté. Mais comme beaucoup de symboles qui ont défini la vie de Janis, Southern Comfort était à la fois un ami et une malédiction. La boisson qui lui donnait le courage de monter sur scène allait ensuite brouiller les frontières de son identité. Son lien avec l'alcool n'était pas seulement théâtral, il était intimement lié à son manque de confiance en elle, à sa douleur et au stress lié à la célébrité. Il l'engourdissait lorsqu'elle ne se sentait pas à la hauteur. Il la réchauffait lorsque le monde devenait froid. Et finalement, sous le poids de nombreux cocktails. Tout cela a contribué à sa mort prématurée à l'âge de 27 ans. Cœur brisé et amour perdu. Bien que le monde la considérait comme une icône sauvage et libre d'esprit de la contre-culture, la vie amoureuse de Janis Joplin était souvent le portrait d'un cœur brisé. Elle avait autant besoin d'amour que d'expression artistique. Mais elle trouvait rarement les deux au même endroit. Ses relations étaient souvent brèves et tumultueuses, des feux de paille qui ne laissaient derrière eux que des cendres de déception. Elle se jetait dans ses romances avec la même énergie brute qu'elle déployait sur scène. Et le plus souvent, c'était elle qui se retrouvait seule. Certains amants admiraient son génie, mais ne supportaient pas son intensité. D'autres étaient davantage attirés par sa célébrité que par son âme. À maintes reprises, elle s'est ouverte, pour n'être accueillie que par le silence, l'indifférence ou la trahison. L'exemple le plus émouvant à cet égard est sans doute celui de sa brève rencontre avec Leonard Cohen, le chanteur-compositeur, au Chelsea Hotel de New York en 1968. Cohen a par la suite évoqué cette rencontre avec un détachement poétique, y faisant allusion dans son célèbre Chelsea Hotel No. Ce qui n'avait été qu'un moment insignifiant pour lui semblait peser de tout son poids sur Janis. Elle cherchait peut-être Kris Kristofferson ce soir-là, mais s'était contentée de la compagnie disponible. Un arrangement qui semble imprégner toute cette histoire de mélancolie. Bien des années plus tard, Cohen se rend compte qu'il ne savait pas vraiment comment se sentir après avoir mentionné Janis dans cette chanson. Il a réalisé trop tard que ce qui n'était que de l'art pour lui avait probablement été quelque chose de beaucoup plus intime pour elle. Cette nuit-là, comme beaucoup d'autres nuits dans sa vie amoureuse, s'est terminée par une désillusion. Ces désillusions amoureuses n'ont pas seulement envahi sa vie personnelle, elles sont devenues l'essence même de sa musique. Piece of My Heart, Cry Baby. Maybe n'étaient pas seulement des chansons, mais des confessions remplies de cette douleur particulière que l'on ressent lorsque l'amour vous vide de l'intérieur. Cette vulnérabilité douloureuse était sa marque de fabrique. Douloureusement brute, imparfaite et intensément humaine. C'est ce qui a permis à sa voix de toucher le cœur de tant de personnes qui avaient ressenti la même douleur du rejet et le même espoir brûlant d'aimer. Dans chaque note, Janis Joplin nous rappelait que derrière la célébrité, le feu et le manteau de fourrure se cachait une fille du Texas qui aspirait.
à être aimée et qui n'avait jamais vraiment cru que la célébrité l'avait brisée. La célébrité n'était pas destinée à guérir Janis Joplin. Elle ne fait qu'amplifier ce qui était déjà brisé. Bien avant que le monde ne connaisse son nom, Janis avait déjà commencé à lutter contre la toxicomanie, se réfugiant souvent dans l'alcool et les amphétamines pour atténuer sa douleur intérieure. Mais une fois qu'elle a atteint la scène nationale, d'abord avec Big Brother and the Holding Company, puis en solo, sa dépendance s'est aggravée. L'héroïne, en particulier, est devenue une partie centrale de sa vie. Malgré son succès fulgurant, ou peut-être à cause de celui-ci, la solitude et le doute qui la suivaient depuis l'enfance se sont intensifiés. Ses proches sont assistés. Impuissance, à l'isolement croissant, Horsein, de cette fille qui pouvait électriser des foules de milliers de personnes. Ses amitiés se sont effondrées sous le poids de son comportement erratique. Et le style de vie festif qui lui avait autrefois donné le sentiment d'être puissante a commencé à la vider de sa substance. Janis a tenté à plusieurs reprises de se sévrer, allant même jusqu'à quitter la scène de San Francisco au milieu des années 1960 pour retourner dans sa ville natale au Texas dans l'espoir de se désintoxiquer. Mais l'attrait de la musique et du style de vie qui l'accompagnait était trop fort. Elle est revenue en Californie, est revenue sous les feux de la rampe et a rapidement repris ses anciennes habitudes. Même si elle a connu des périodes de lucidité et d'espoir, celles-ci ont été de courte durée. Au cours des derniers mois de sa vie, elle enregistrait ce qui allait devenir son album solo le plus célèbre, Pearl, et son entourage était optimiste quant à son avenir. Mais en coulisses, elle avait discrètement replongé dans l'héroïne. Le 4 octobre 1970, 2 semaines seulement après la mort de Jimi Hendrix, Janis est retrouvée morte d'une overdose dans sa chambre d'hôtel à Hollywood. Elle n'avait que 27 ans. Sa mort a consolidé sa place dans la mythologie du rock, non seulement comme une voix extraordinaire, mais aussi comme l'une des membres fondatrices de ce qui allait plus tard être appelé le Club des 27, une tragique confrérie d'artistes talentueux morts à l'âge de 27 ans. Janis est devenue l'incarnation même, après Hendrix, Morrison, Cobain et Winehouse, du prix terrible de la célébrité et de la fragilité qui se cache souvent derrière la grandeur. La mort de Janis a tellement fasciné le public qu'elle en occulte parfois la complexité de sa vie. Elle était toute sauf un cliché. Elle était loin d'être une simple victime malheureuse des années 60. C'était une femme extrêmement intelligente, marquée par les émotions, qui avait quelque chose à dire. Elle l'a simplement exprimé d'une manière que personne d'autre n'aurait pu faire. La plus grande ironie est que Pearl, l'album que Janis n'a jamais pu terminer, est devenu son œuvre la plus aboutie et la plus riche en émotions, sortie 1 an plus tard. En 1971, il comprenait des tubes tels que Me and Bobby McGee et Mercedes-Benz, des chansons qui reflétaient avec une clarté douloureuse la vulnérabilité feinte et l'esprit de son personnage. Cet album est aujourd'hui l'un des plus vénérés de l'histoire du rock, un rappel saisissant de ce qui a été perdu et de ce qui aurait pu être. Au final, Janis Joplin a donné tout ce qu'elle avait à la musique, même au-delà d'elle-même. Sa voix s'est éteinte bien trop tôt, mais la douleur, la passion et la puissance qu'elle a mise dans chaque note résonnent encore pour des générations. Le tome de Bessie Smith. Janis Joplin n'était pas seulement inspirée par le blues, elle en faisait partie. Parmi ses nombreuses influences, aucune n'était plus importante que Bessie Smith. La légendaire chanteuse afro-américaine connue comme l'impératrice du blues. La musique de Bessie a touché Janis au plus profond de son âme, lui offrant à la fois une guidance artistique et une validation émotionnelle. Élevée dans une ville blanche conservatrice où elle était méprisée pour sa différence, Janis s'est identifiée à l'expression sans concession de la tristesse, de la douleur et de la puissance de Bessie. Elle faisait souvent référence à Smith non seulement comme un modèle, mais aussi comme une ancêtre spirituelle, quelqu'un qui lui avait donné la permission de pleurer, de crier et de souffrir à voix haute. Janis a dit un jour, à moitié sérieuse, qu'elle pensait être la réincarnation de Bessie. Leur combat, bien que séparés par la race et plusieurs décennies, était parallèle. Toutes deux étaient des marginales,
Toutes deux mettaient leur chagrin dans leur mélodie, et toutes deux ont connu une vie trop courte. Le sentiment familial de Janis est devenu encore plus personnel lorsqu'elle a appris que Bessie Smith avait été enterrée en 1937 sans pierre tombale. Cette chanteuse de blues était morte après s'être vue refuser des soins dans un hôpital réservé aux Blancs, dans le Mississippi. Un véritable camouflet pour le racisme de l'époque. Malgré tous les progrès qu'elle avait accomplis dans sa carrière et son influence au fil des ans, Bessie n'avait jamais eu de pierre tombale digne de ce nom. Pour Janis, ce n'était pas seulement un oubli, c'était une injustice. Comment l'une des voix les plus puissantes de la musique américaine pouvait-elle être privée de reconnaissance? Rongée par la colère, Janis passa à l'action. En 1970, elle cofinança une pierre tombale pour Bessie Smith avec Juanita Green, une femme qui avait connu Smith personnellement et avait travaillé pour elle. Toutes deux ont veillé à ce que Bessie obtienne enfin la dignité qu'elle méritait depuis si longtemps. La pierre tombale était simple, mais son inscription était poignante. La plus grande chanteuse de blues au monde ne cessera jamais de chanter. Cette dernière phrase était bien plus qu'une simple admiration. C'était une déclaration. Pour Janis, la voix de Bessie avait survécu au-delà de son existence physique, résonnant dans la musique, dans la lutte, dans chaque femme qui osait s'exprimer haut et fort, avec émotion, sans complexe. Honorer la tombe de Bessie était autant un acte de mémoire qu'un acte d'héritage. Il ne s'agissait pas seulement de gratitude, mais aussi de justice. Janis ne voulait pas laisser le monde enterrer Bessie en silence, car elle savait ce que c'était que d'être marginalisée et ridiculisée. À ce moment-là, elle a utilisé sa célébrité non pas pour se mettre en valeur, mais pour éclairer le chemin de celle que l'histoire avait conspiré pour oublier. Mais alors que Janis honorait avec grâce la mémoire d'une icône du blues, sa rencontre dans la vie réelle avec une autre soi-disant légende allait la rendre furieuse et la changer à jamais. La face cachée du roi lézard. Pendant des décennies, Jim Morrison a été une figure mythique, à la fois poète, dieu du rock et génie tourmenté. Mais de récentes révélations obligent les fans et les historiens à réévaluer les vérités plus sombres qui se cachent derrière la légende. Dans la série documentaire de 2025, Before the End, Searching for Jim Morrison, des proches de Morrison s'expriment sur son comportement erratique et parfois terrifiant. Parmi eux, Judy Huddleston, une ancienne petite amie, porte des accusations bouleversantes, affirmant que Morrison l'a exploité sexuellement pendant leur relation. Son témoignage dresse le portrait effrayant d'un homme dont les moments de tendresse pouvaient se transformer instantanément en rage violente. Selon Huddleston, Morrison l'aurait un jour immobilisé les bras et agressé malgré son refus clair et répété, affirmant qu'il était simplement devenu fou. Sa description du comportement de Morrison, les yeux noirs de rage, suggère un homme consumé par quelque chose de bien plus dangereux que l'insouciance alimentée par la drogue. La relation entre Huddleston et Morrison a duré 4 ans, débutant à la fin des années 1960 lorsqu'elle l'a rencontré dans les coulisses d'un concert. Dans des interviews et dans ses mémoires, Love Him Madly, elle revient sur la manipulation émotionnelle qu'elle a subie, décrivant comment Morrison la gardait près de lui sans jamais s'engager. Elle s'accrochait à l'espoir de pouvoir le changer, inconsciente du prix émotionnel qu'elle payait. Le plus tragique est peut-être qu'elle a fini par comprendre que ce qu'elle avait enduré n'était pas un tourment romantique, mais une violence psychologique et parfois physique. Morrison était un homme que beaucoup trouvaient séduisant précisément en raison de son caractère instable, mais derrière le personnage de scène et le mystère de ses paroles se cachait quelqu'un qui, selon de nombreux témoignages, exerçait son contrôle par la peur et l'intimidation. Il y a eu de nombreux autres cas de violence à l'égard de femmes proches de Morrison. Pamela de Beers, une autre personnalité de la scène rock des années 1960, se souvient que Morrison l'avait giflé sans raison au Whiskey A Go Go. John Densmore, batteur des Doors, est souvent considéré comme le plus proche partenaire musical de Morrison. Se souvient avoir vu Morrison tenir un couteau sous la gorge d'une femme et lui saisir les bras. Ces histoires longtemps ignorées, considérées comme romancées ou rejetées comme de simples manifestations de l'excès rock'n'roll,
prennent un poids beaucoup plus sombre à la lumière du récent discours culturel sur le pouvoir et la responsabilité. La destruction de Morrison semble avoir nui non seulement à lui-même, mais aussi à son entourage, en particulier aux femmes de son cercle. Peut-être que le nouvel éclairage apporté sur ces événements rend ces témoignages encore plus horribles. Il bouleverse tout ce que nous savions jusqu'à présent, y compris la relation tristement célèbre entre Morrison et Janis. Apparemment, la dispute entre Morrison et Joplin a trop longtemps été présentée comme une anecdote farfelue entre célébrités ivres de whisky. Deux légendes s'affrontant dans un tourbillon, submergées par leur ego et leur énergie. Aujourd'hui, cette histoire est vue sous un autre angle. Janis aurait répondu aux avances agressives de Morrison avec une bouteille de Southern Comfort. Un acte d'autodéfense plutôt qu'une mise en scène digne d'une diva. La violence qu'elle a subie n'était pas une aberration. Elle s'inscrivait dans un schéma inquiétant qui n'est reconnu que maintenant. Morrison restera peut-être une icône des années 1960 rebelles. Mais l'héritage qu'il laisse est bien plus problématique et troublant que le mythe glamour qui l'entoure. La première rencontre. Tout a commencé comme dans un conte de fées rock'n'roll, ou du moins comme dans l'imagination d'un producteur hollywoodien. Paul Rothchild, le légendaire producteur de musique qui a travaillé avec les Doors et Janis Joplin, a vu là une opportunité. Il était captivé par l'idée de présenter le roi et la reine du rock, Jim Morrison et Janis Joplin. Tous deux étaient des forces puissantes et magnétiques dans l'univers de la contre-culture, et Rothschild imaginait une connexion passionnante entre eux. Il organisa donc une fête à Hidden Hills, un endroit suffisamment éloigné du chaos de Los Angeles pour offrir une certaine intimité, mais suffisamment proche pour attirer le bon type d'énergie sauvage. Janis et Jim arrivèrent tous deux sobres, ce qui était rare pour eux à l'époque. Au début, tout semblait magique. Jim fut immédiatement fasciné par Janis, qu'il décrivait comme remarquable. Et Janis, tout aussi intriguée, était attirée par son apparence, son assurance et sa renommée. Ils ont ri, discuté et semblaient sincèrement curieux l'un de l'autre. Mais dans un monde instable, l'étincelle n'a pas allumé la passion. Elle a allumé une mèche. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la fameuse habitude de Morrison de boire a repris le dessus. Ce qui avait commencé comme un flirt a rapidement tourné au vinaigre. Jim, qui avait la réputation bien méritée de boire jusqu'à en perdre la raison, a commencé à se transformer en une version de lui-même que même ses amis les plus proches ne pouvaient supporter. Rothschild, qui avait observé ce comportement à maintes reprises, a plus tard décrit la transformation de Morrison comme le passage d'un homme charmant à un crétin et un ivrogne répugnant. Janis, en revanche, était une buveuse d'un autre genre. Elle pouvait être bruyante, certes, mais son ivresse était chaleureuse, charismatique, voire attachante pour son entourage. À mesure que Jim devenait plus insistant et que son comportement grossier s'intensifiait, Janis semblait de plus en plus mal à l'aise. En fait, plus elle essayait de se retirer, plus Jim semblait s'acharner, comme si son refus le nourrissait, comme s'il s'agissait d'un jeu stupide. Rothschild, qui avait organisé toute cette mascarade, comprit rapidement que ce qu'il avait pris pour une alchimie légendaire était en train de dégénérer en quelque chose de sombre et de dangereux. Lorsque les deux quittèrent de la fête, tout ce qui pouvait exister entre eux s'était transformé en amertume. Janis en avait assez. Elle se tourna vers Rothschild et lui dit qu'elle partait avec le break, celui qui était devenu son refuge mobile, le modèle familier qu'elle conduisait toujours. Elle s'apprêtait à partir lorsque Morrison trébucha, clairement pas prêt à accepter que la soirée soit terminée. Bafouillant et provocateur, il se jeta dans la voiture et attrapa une mèche de cheveux de Janis dans un élan désespéré et ivre. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Sans hésiter, Janis attrapa l'objet le plus proche, en l'occurrence une bouteille de Southern Comfort, et la lui fracassa sur la tête. Le verre se brisa et Morrison s'effondra sur le sol. Inconscient, le Lizard King resta étourdi, ensanglanté et humilié. Pour Janis, ce fut un moment de lucidité glorieuse dans une nuit qui avait tourné au vinaigre. Le message était on ne peut plus clair. Elle n'était la conquête de personne. La nuit où Janis riposta.
Ce qui avait commencé comme une fête maladroite organisée par le producteur Paul Rothchild s'est rapidement transformé en l'une des confrontations personnelles les plus explosives de l'histoire du rock. Dans l'espoir de jouer les entremetteurs entre deux des figures les plus magnétiques du monde de la musique, Rothchild avait invité Jim Morrison et Janis Joplin à une soirée à Hidden Hills, près de Los Angeles. Sur le papier, cela semblait emblématique, la rencontre entre le roi et la reine du rock psychédélique. Mais une fois que le Southern Comfort et le whisky ont commencé à couler à flot, il n'a pas fallu longtemps pour que le côté sombre de Morrison refasse surface. Connu pour son alcoolisme et son caractère combatif, Morrison ne cherchait pas seulement à se rapprocher de Janis. Il la poursuivait avec toute la subtilité d'un boulet de démolition. Janis, déjà méfiante, a tenté de partir lorsque les choses ont commencé à dégénérer. Alors qu'elle montait dans le break de son groupe, Morrison tituba derrière elle et, dans un dernier geste désespéré et agressif, lui attrapa une poignée de cheveux et la tira vers lui comme un homme des cavernes ivres. À ce moment-là, Janis Joplin, qui n'avait jamais été du genre à se laisser acculer ou contrôler, attrapa la chose la plus proche à portée de main. Une bouteille en verre de Southern Comfort, sa fidèle compagne de scène. Elle se retourna avec la force de quelqu'un qui en avait assez et fracassa la bouteille sur la tête de Morrison. Le verre vola un éclat. Morrison s'effondra et les spectateurs stupéfaits restèrent là à cligner des yeux. Ce n'était pas une bagarre de bar ou une dispute dans un bus de tournée. C'était un acte de résistance violent et sans filtre, alors que Jim gisait étourdi ou inconscient. Selon les versions, Janis était assise au volant de sa voiture, défiant tout le monde sans remords. Pour Janis, cette rencontre était plus qu'un simple rejet d'un prétendant indésirable. C'était une déclaration viscérale. Elle ne se laisserait pas intimider, dominée ou traînée comme une groupie dans les coulisses. Le plus troublant, peut-être, c'est que Morrison n'a apparemment jamais compris la portée de ce qui venait de se passer. Selon Rothschild, Jim s'est présenté aux répétitions le lendemain, demandant toujours le numéro de Janis, chantant ses louanges, disant qu'elle était formidable, d'une manière alambiquée qui mêlait admiration et délire. Pour lui, cette altercation n'était pas la fin d'une rencontre ratée, mais juste une anecdote de plus dans sa saga de conflits et de contrôle. Mais cette nuit-là, Janis avait rendu son verdict, et à partir de ce moment-là, son mépris pour Morrison n'était plus un secret pour personne. Elle n'en a jamais parlé publiquement en détail, mais ses amis proches connaissaient très bien ses sentiments. Pour elle, cette bouteille n'était pas seulement du verre, c'était une limite, et lorsque Morrison l'a franchie, elle s'est assurée qu'il le sache. Certains disent que la fête à Hidden Hills n'était pas la seule fois où Janis avait été contrainte de repousser physiquement Morrison. Un autre incident, plot légendaire, aurait eu lieu au Scene Nightclub à Manhattan. Janis, Jim Morrison et Jimi Hendrix se sont retrouvés dans une ambiance chaotique. Selon des témoins, Morrison, fidèle à lui-même, aurait commencé à se déchaîner sur scène pendant la performance de Hendrix, poussant Janis à réagir à nouveau en frappant Morrison avec une bouteille, puis en le trempant avec sa boisson. Tout cela devant un public stupéfait. Les trois se seraient retrouvés pris dans un tourbillon de verre brisé, de plumes et de sueur sur le sol de la discothèque. Une scène si bizarre et fantastique qu'elle semblait tout droit sortie d'un rêve psychédélique. Pourquoi elle détestait vraiment Jim Morrison, la nuit où Jim Morrison a attrapé Janis Joplin par les cheveux et s'est retrouvé avec une bouteille de Southern Comfort brisée sur la tête n'était pas seulement un épisode déplaisant d'une décennie sauvage. C'était une ligne rouge. À partir de ce moment, Janis a clairement fait savoir à ses amis et à ses collaborateurs qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec Morrison. L'homme qu'elle trouvait autrefois intrigant, voire électrisant, avait révélé une facette de lui-même qui la répugnait. Elle ne s'est pas contentée de tourner le dos à cette partie de lui qui l'avait blessée et dégoûtée. Elle est partie avec un verdict. Morrison, à ses yeux, n'était pas simplement un collègue artiste perdu dans l'excès. C'était un personnage violent et arrogant qui incarnait le pire type de comportement masculin toxique contre lequel Janis avait lutté toute sa vie.
Alors que beaucoup dans leur entourage ont peut-être ri de cet incident en le qualifiant de drum rock and roll, Janis l'a pris personnellement et de manière définitive. Elle a refusé de collaborer avec lui, refusé de le fréquenter et, plus que tout, refusé d'oublier, Morrison était plus qu'un simple agresseur. C'est ce qu'il représentait dans la culture plus large du rock des années 1960 qui a brisé le cœur de Janis. Pour Janis, Jim incarnait l'archétype de l'artiste masculin autodestructeur dont la destruction était, bien sûr, tellement romantique. Sans parler du fait qu'il était honoré parce qu'il était un génie, un rôle qu'elle ne connaissait que trop bien mais qu'elle n'avait jamais eu la chance de jouer. Contrairement à Morrison, elle n'avait pas la liberté culturelle de se laisser aller à la décadence. Janis n'avait pas été choisie. Son talent était publiquement ridiculisé et sapé par son alcoolisme et sa consommation de drogue. Si le chaos de Morrison était accepté comme une sorte de génie artistique brut, l'injustice de cette situation l'a révolté. À ses yeux, Morrison n'était pas seulement un prédateur. Il se pavanait comme le symbole même de l'hypocrisie et du privilège masculin qui avait toujours écarté les femmes comme elle de la scène, même lorsqu'elles avaient plus de talent dans leurs ongles que la plupart des hommes dans tout leur corps. Mais même après avoir été confrontée à la trahison, au rejet et à la rage, Janis n'a pas disparu. Elle a transformé tout cela en quelque chose d'inoubliable. Une vie faite de tragédie et de triomphe. L'héritage de Janis Joplin ne repose pas seulement sur sa voix. Il repose sur la vérité émotionnelle qu'elle a mise dans chaque performance, chaque parole, chaque cri qui venait du plus profond d'elle-même. Son chant n'était pas d'une perfection technique. C'était quelque chose de plus brut, de plus humain. Elle n'avait pas besoin d'un contrôle parfait ni d'un vernis glamour. Elle avait une âme, de la rage, de la vulnérabilité. Un cri tonitruant qui pouvait couper le souffle à toute une salle. Qu'elle déchire Piece of My Heart ou pleure sur Little Girl Blue, Janis ne se contentait pas de chanter des chansons. Elle les vivait. À une époque où beaucoup de femmes étaient invitées à rester discrètes et gentilles, Janis osait être bruyante, désordonnée et authentique. Elle est devenue le vecteur de la douleur. Pas seulement la sienne, mais aussi celle de tous ceux qui s'étaient déjà sentis seuls, mal aimés ou ignorés. 50 ans après sa mort, Janis Joplin reste une figure emblématique de la musique et de la culture, non seulement pour son talent, mais aussi pour son audace à être elle-même dans un monde qui cherchait à la priver de toute valeur. Oui, elle est un exemple qui nous rappelle que la célébrité peut détruire même les esprits les plus forts. Elle est l'hymne à l'humanité. Sa vie nous met en garde contre le prix de la douleur qui n'est pas maîtrisée, de la faim émotionnelle qui n'est pas satisfaite. Pourtant, elle glorifie encore plus le pouvoir d'être fidèle à soi-même, à travers son rugissement, à travers sa défiance, à travers chaque note fêlée au bord d'un nez, elle a laissé plus que des chansons. Elle a laissé un héritage de rébellion, de vérité, de beauté, brute et pure. C'est pourquoi son histoire fait encore mal. Elle fait mal parce qu'elle est toujours d'actualité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner pour découvrir d'autres histoires musicales inédites et de laisser un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous qu'il s'est